Alors, il y a un constat qui est clair. À chaque fois qu'il y a un mariage, les femmes ne sont heureuses que s'il y a eu l'accord du mari pour signer monogamie bien commun. Aujourd'hui, sur le plateau de Parlons peu Parlons, nous allons essayer de comprendre pourquoi. Mais avant, nous avons donné la parole aux Camerounais dans la rue pour comprendre qu'est-ce qu'ils en pensent. Quel est leur avis sur la question? Selon moi, je préfère le régime monogamie bien commun. Premièrement, pour ma sécurité. Oui, et la polygamie, je ne peux pas accepter la polygamie par rapport aux les pratiques mystiques. Le partage des biens financiers. Oui, ça peut arriver que la première femme n'enfante pas, la deuxième enfante. Et lorsque le partage des biens arrive, c'est la catastrophe. Je conseillerais à ma fille de choisir le régime monogamie, que ce soit bien séparé ou bien commun, mais pas la polygamie. C'est le gros que elle veut garder tout pour elle seule, non, yo. Il n'y a rien à dire là-bas. La monogamie, d'abord, c'est le truc des blancs, frérot. Sinon, en Afrique, c'est la polygamie. Il n'y a rien à faire. L'homme, c'est le mari de plusieurs femmes. Vous voulez encore, donc, il n'y a rien à faire. L'homme, c'est le mari de plusieurs femmes. Un homme, tu prends la monogamie, bon, pour moi, c'est... Il flippe. Quand tu prends déjà la monogamie, un matin, là, du coup, il va falloir attendre que peut-être l'angadaï ou soit, peut-être si tu veux prendre une autre femme. Et elle peut te bouder. Si elle te boude, tu peux comme aussi avec une autre femme, là, pour lui montrer que non. Moi, je préfère la polygamie juste pour éviter certaines choses. Par exemple, en disant que monogamie, la femme peut se prendre la tête. Elle peut dire que bon, c'est à moi, c'est mon gars, à moi seul, elle n'a pas le choix, on a déjà signé. Bon, parfois, elle peut aussi dire polygamie, alors que, en réalité, elle ne doit pas faire la polygamie. Juste pour éviter le chantage à la maison. Oui, la vie nous a appris, même la Bible a été bien claire que la femme est matérielle. Ah bon? Oui, je m'excuse de dire ça, mais c'est la vérité. La femme est matérielle, qui veut dire que la femme est là d'abord pour son intérêt. Pour que la femme aime l'homme, c'est rare. Donc, quand il s'agit de monogamie, polygamie, la femme est d'abord là pour le monogamie et bien commun. Même que... Puisqu'elle va être protégée, elle va être sécurisée. Puisqu'au cas où l'homme met avant qu'elle, elle veut avoir tout à son nom. Vous comprenez un peu? Donc, si au cas contraire, la famille peut récupérer. Les femmes sont naturellement matérialistes. C'est une monde politique, c'est une monde de l'intérêt. Une monde de calcul. On veut savoir d'abord si l'homme peut présenter, si l'homme est capable de donner à manger. Sans détour et sans tabou, Parlons peu Parlons vrai, une émission de télémarché. Alors aujourd'hui, sur Parlons peu Parlons vrai, comme on le disait, on va aborder la question de comprendre pourquoi les femmes aiment autant ce régime-là. Monogamie, bien commun. Pour en parler, comme d'habitude, on est avec le pasteur Nguemen et madame Sandrine Ambassa qui est là. On va tenter comme ça de donner des avis, trouver des solutions et percer ce mystère-là. À chaque fois qu'il y a un mariage, si on dit bien commun, c'est là où les femmes sont contentes. Mais bon, à condition que ce soit accompagné de la monogamie. Pasteur Nguemen, qu'est-ce que vous pensez de ça en tant qu'homme? Oui. Bien, en tant qu'homme, le régime monogamie n'est pas favorable seulement aux femmes. C'est favorable même à l'homme, dans la mesure où cela donne un équilibre pour sa maison, pour les enfants et tout. Pourquoi? Parce que le mariage, je vous ai souvent dit sur ce plateau que le mariage est une institution divine. Et Dieu a voulu que le père et la mère soient des encadreurs qui doivent encadrer les enfants et qu'ils soient un. Alors, comment donc être un et diviser en même temps? En même temps, ok. Donc, il est plus prudent que dès la base, on aille sur la base de monogamie. Ça veut dire que c'est une place, comme on dit. Madame Ambassa, qu'est-ce que vous pensez de ça en tant que femme? Le régime monogamie bien commun. Moi, ça vous séduirait plus que polygamie ou alors que bien séparé, tout simplement. Parce que parfois, il y a aussi des cas de monogamie, mais bien séparé. Ça n'arrange pas beaucoup les femmes. C'est clair que ça ne va pas arranger les femmes parce que ce n'est pas à notre avantage. Le pasteur disait tout à l'heure que c'est profitable pour l'homme comme pour la femme. Mais je dirais qu'à 80%, c'est profitable à la femme. Et à 20% à l'homme. Parce que nous, femmes, nous sommes vraiment très prudentes, il faut le dire.
quand il s'agit de mariage et d'un régime monogamie, vraiment, on ne doit pas, d'un régime en fait, on ne doit pas s'amuser. Il faut vraiment, oui. C'est même le moment le plus fatigué du mariage. Parce qu'on est arrivé à des mariages où un monsieur ne s'est pas accordé avec son épouse au préalable. Oui, il arrive, il dit polygamie et la femme dit, tu as dit ça à qui? Est-ce que tu m'avais dit que c'est comme ça? Et c'est comme ça qu'on annule le mariage. Le régime monogamique est vraiment... C'est paisible. C'est paisible, oui. Pour les femmes. Parce que non seulement la sécurité, il y a aussi le cadre qui devient convivial. Parce que vous êtes avec vos enfants, vous êtes avec votre époux, que vous pouvez déjà dire votre propriété privée. Voilà, parce que ce n'est pas une propriété qui va se discuter entre deux personnes, c'est votre propriété. C'est-à-dire, vous avez le droit sur lui. Ça veut dire qu'à tout moment où vous le trouvez, même avec une quelconque petite, vous êtes à mesure de vous imposer et dire que c'est moi, madame telle. Et à la petite de disparaître à l'instant T. Parce qu'on sait que vous êtes la madame, la propriétaire des lieux. Il n'a pas de raison de dire que... Voilà. S'il avait signé polygamie, il pourrait dire qu'il est en train de chercher la deuxième. Effectivement. Est-ce que tu as le droit de venir crier ici, puisque tu sais bien qu'il y a ta épouse qui va entrer? C'est elle que je suis en train de chercher comme ça. En ce moment, vous ne pouvez pas crier. Mais quand c'est monogamie, vous savez que non, c'est moi. Vous arrivez là toute fière. Tu es qui? C'est moi, madame telle. C'est moi la propriétaire des lieux. Et la personne va disparaître à l'instant T. Donc, c'est très profitable pour nous. Parlant maintenant de biens communs. C'est très bien. Parce que vraiment, on s'assure toujours de tout, nous les femmes. Puisque on ne sait pas quand est-ce que quelqu'un quitte cette terre. Ça, c'est une chose que Dieu, lui, ne nous a pas révélée. Ça peut arriver que c'est vous, la femme, qui partit avant le monsieur, comme ça peut être le monsieur qui part avant vous. Mais maintenant, si le monsieur s'en va avant son épouse et qu'il a dit peut-être bien séparé, vous voyez qu'elle sera en difficulté avec les enfants. La famille se mêle beaucoup plus et récupère, disant que non, il avait bien dit bien séparé, ça là c'est pour nous. Même si lui de son vivant pouvait même prendre une partie et donner que non, je donne ça à tel de mes enfants, eux ils vont prendre pratiquement tout et dire que c'était bien séparé. Vous voyez, et ils ne vont rien laisser à la femme. Par contre, quand c'est monogamie bien commun, s'il avait que votre épouse parte avant vous, vous êtes tranquille. Parce que vous avez ça qui vous garantit, qui vous, je pourrais dire, qui vous donne cette sécurité-là. Que non, mes enfants et moi sommes à l'abri, voilà, de tout besoin. Parce que mon mari a laissé X ou Y pour ces enfants-là et pour moi également. Personne ne pourra venir vous les prendre. Parce que vous avez un papier qui vous confesse ce droit-là et qui vous garantit cette sécurité-là. Alors, quiconque s'en prend à vous, vous saisissez automatiquement. Voilà. Donc, voilà pourquoi les femmes aiment beaucoup ce régime. Mais est-ce qu'on ne s'accroche pas trop à ce régime? Parce que dans la plupart de nos mariages en Afrique, les femmes entrent les moins nantis dans le mariage. C'est-à-dire que c'est elles qui entrent le plus, les meufs vite. Peut-être c'est pour ça qu'on s'accroche. Parce qu'on va voir des cas où les femmes ont un peu de moyens. Là, on commence à se dire, est-ce que l'homme là n'est pas là derrière elle pour profiter de son argent? On commence à vouloir un peu créer l'équilibre. En ce moment-là, on dit bien séparé parce qu'on ne sait jamais qui il est. Est-ce que c'est pas parce que dans notre société, les femmes vont en mariage avec le moins de bagages en termes de biens, en termes de biens, en termes d'argent, le plus possible, en termes de pourcentage, parce que c'est vrai qu'il y a des femmes qui travaillent, qui vont déjà avec des choses, mais la plupart du temps, c'est l'homme qui est déjà établi. C'est l'homme qui est déjà établi, il a un travail, même s'il n'a pas construit, il a peut-être un terrain quelque part, il est peut-être héritier, il a quelque chose. C'est-à-dire, on a l'impression que les femmes vont déjà en voulant sécuriser ça, que ça, je dois déjà m'assurer que ça, j'aurai. Est-ce que c'est juste par matérialisme ou alors c'est vraiment la sécurité pour la famille? Alors, je vous dis que c'est un sujet très complexe. Vous voyez? C'est délicat. C'est parti de ce que les gens doivent comprendre pourquoi le but du mariage. Et même si on considère que c'est la femme qui vient et trouve que l'homme est établi. On voit la femme comme celle qui vient consommer. Moi, je pense que c'est un regard qui est maladroit. Pourquoi? Parce que on ne peut pas considérer la femme comme celle qui vient consommer. Elle vient aider, elle vient participer et elle a tous les droits. Donc, ce qui fait que ce que Dieu donne à ce couple, c'est pour cette famille, parce qu'elle vient et elle fait partie intégrante totale de la famille. Elle va te faire des enfants qui sont aussi ses enfants. Elle va sacrifier tout ce qu'elle peut sacrifier pour que cette famille s'établisse, se développe. Et c'est mal vu de dire qu'elle vient pour consommer. C'est qu'on n'a pas compris
le sens du mariage. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le sens de bien commun ou pas, ça, c'est le droit humain qui précisera, parce qu'il faut quand même avoir un encadrement dans la marche civile, je veux dire. Mais le mariage ne se résume pas à l'acte d'état civil. L'acte d'état civil est une mesure préventive au cas où. Mais lorsque les gens qui se marient mettent plus de l'importance sur l'orientation des biens, ça veut dire qu'en fait, ce qui est le plus en vue, c'est le matériel, non pas la gestion de la famille, la relation. Et ça, c'est un aspect d'ignorance qu'il faut enlever. Le mariage, qu'est-ce qui se passe quand un partenaire qui était très bien, après un moment donné, pour un X ou pour un Y, peut se retrouver invalide et qui doit se faire pendant 10 ans? Combien de femmes ou combien d'hommes sont même allés prêter de l'argent dans leur famille pour soutenir le partenaire? Donc vous voyez que c'est un faux débat. On ne peut pas commencer une chose alors qu'on a déjà vu sa fin. Le mariage, c'est une affaire de la vie. Et vous n'allez pas en mariage en attendant que quelqu'un meure pour prendre le don. Vous comprenez que c'est un faux débat qui vient pour créer des distractions. En réalité, ça ne devrait même pas exister. Maintenant, ce que Dieu attend du mariage, c'est que chaque homme ait sa femme et qu'il fasse des enfants qui transmettent l'héritage et qu'eux aussi ils multiplient. Maintenant, si on a axé cela, c'est parce que justement les gens, depuis que le péché est arrivé, les gens s'éloignent de Dieu et s'éloignent donc de la fondation originale des choses. Et c'est pour cela qu'on va se retrouver dans ces situations, ces questions où le bien commun, le bien... la polygamie a toujours installé les conflits. Et ça va avec tout ce qui est sorcellerie, c'est parce que tout cela, et c'est ça qui a pollué la société. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation sociale vraiment touffue, parce que toutes ces choses-là. Et comme Mme Baga le disait, effectivement, les gens peuvent croire que ça profite plus aux femmes, parce qu'on a considéré la femme comme étant la personne qui est faible. Que faux. C'est faux. On considère que les femmes, elles ne viennent avec rien. Ça, c'est pas vrai du tout. Ce qui est bizarre, c'est qu'en général, les familles, les belles familles, du côté de l'homme, n'ont jamais... Enfin, ils sont souvent plus axés à polygamie et parfois bien séparés. C'est bizarre. Pourtant, dans ces familles-là, il y a aussi des femmes. Et quand ces femmes-là vont en mariage, on aimerait avoir monogamie bien commun. Mais quand c'est le fils qui se marie, on veut encourager. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on taxe sur les femmes un peu de profiteuses. C'est-à-dire on voit encore le mariage comme, voilà, elle vient profiter. On voit ça encore quelque chose au profit de l'homme et à la perte, au profit de la femme et à la perte de l'homme. Comme si la femme vient seulement, c'est une chance pour elle d'avoir trouvé un mari. Voilà, si elle a pris. Parce qu'on voit les gens célèbrent ça. C'est-à-dire, au-delà de célébrer le mariage, on célèbre encore plus le fait qu'on a signé monogamie et en plus, c'est bien commun. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut réellement dire que c'est toujours avantageux, ce régime de monogamie est bien commun? Est-ce qu'il n'y a pas des cas où on se dit, on aurait dû, on aurait pu signer l'inverse? Est-ce que c'est toujours avantageux pour les femmes? Parce que moi j'ai l'impression que les femmes aujourd'hui on le poursuit c'est pas mimétisme en fait, c'est la tendance. Tout le monde le dit, on recommande, les tantes vont recommander, mais il faut insister que ce soit monogamie bien commun. Mais est-ce que c'est pavé seulement d'avantages? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques? Et il y a bel et bien évidemment des risques. Comme dans toute situation, il y a toujours des risques. Donc, mais comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est bénéfique le côté de sécurité, c'est-à-dire sur les biens matériels et finances, c'est bénéfique pour la femme. J'insiste dessus. Mais maintenant, il y a beaucoup d'inconvénients également dans ce régime monogamique, dans la mesure où l'homme qui se dit monogame aujourd'hui, en réalité, est un polygame qui s'ignore. Oui. Parce qu'il a une femme légale que tout le monde connaît, mais il a au moins 10 autres femmes que les autres ne connaissent, qui sont dans l'ombre. Voilà. Et vous voyez que déjà les risques qui viennent avec. Parce qu'il y a des maladies, parce qu'on ne sait pas comment il va, qui peut également aller
porter et venir transmettre à l'épouse de la maison. Ça, c'est l'une des choses que les femmes ne pensent pas. Lorsqu'elles disent monogamie, en se disant que non, on atteint, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Il y a également le fait qu'il pourra te faire des enfants dehors comme ça. Tu es la femme légitime. Et il décide d'aller prendre ses enfants, venir mettre dans le foyer. Tu dois garder parce que tu es la femme légitime. Choix, ouais. Tu n'as pas de choix. Tu vas garder ses enfants. Ça, c'est aussi ce qu'on ne pense. On ne met pas en avant. Quand on crie monogamie, bien comme on aime crier. Et il y a également le fait que il peut advenir que le monsieur fasse faillite. Ouais. Quand il fait faillite, puisque c'est monogamie bien commun, ça veut dire que soit tes biens pour lui, tout ça, ça va ensemble. Voilà. Donc, du coup, quand il y a un problème et il a peut-être chuté, il a mis la main sur tout. Ce qui t'appartient lui appartient également. Il a chuté. Personne ne peut sauver l'autre. Par contre, si ça avait été bien séparé, il chute par exemple, toi ta part est encore là. Tu es en mesure de relancer le monsieur, voilà, pour qu'il essaye de se relever. La personne ne peut aider l'autre. On se regarde, on a fait une faillite. Ça, c'est aussi ce que les femmes ne voient pas. Et il y a aussi que le monsieur peut contracter des dettes un peu de partout. Puisque c'est monogamie bien commun, on ne sait jamais. Peut-être qu'il décède comme ça, on ne sait pas. Vous allez devoir rembourser toutes les dettes parce que c'est monogamie et bien commun. Donc, avant de crier, quand on célèbre le mariage, là, que, wow, elle a vraiment fait le bon choix, il faut mettre en avant tous ces paramètres. Par contre, quand on parle de polygamie, bien séparée, ça veut dire que vous êtes à l'abri de beaucoup de choses. Sur le plan d'avoir d'autres de petites amies et tout, vous connaissez au moins vos co-épouses. C'est vrai que malgré ça, il y en a qui trichent, mais le cas est un peu rare. Parce que l'homme préfère aligner ses conquêtes-là comme ça. Tu connais au moins qui est ta co-épouse. Ça, c'est déjà au moins un truc positif. Voilà. Tu n'as pas les nerfs, parce que tu sais que s'il n'est pas ici, il est chez elle. Voilà. C'est légal. Là-bas, ça va. Il y a aussi que tu as ta part de bien. Au cas où il chute là-bas, ça ne te regarde pas. Celle qui n'a rien, c'est son problème. Elle va se débrouiller. Toi, au moins, tu as ta part. Tu vas protéger tes enfants avec ce que toi, tu en as. Donc, vraiment, avant de choisir monogamie bien commun, il faudrait que les femmes réfléchissent énormément. Moi, vraiment, si on me posait encore la question, s'il fallait me remarier et choisir encore, je choisirais tranquillement la polygamie. Je le dis clairement, oui. Je choisirais la polygamie parce que, si vous ne le savez pas, il y a des personnes qui aiment avoir leur espace. Et moi, je fais partie de celles-là qui n'aiment pas qu'on m'étouffe. Qui n'aiment pas. Parfois, il m'arrive de rester, je ne veux parler à personne. Ça m'arrive. Je ne veux causer avec personne. Je ne veux même pas que quelqu'un m'adresse la parole. Quand j'entre dans ma maison, me laver, si j'ai à manger, suivre ma musique, dormir. Je ne veux causer avec personne. Mais étant dans la monogamie, je ne peux pas le faire. Je suis dans l'obligation de parler à quelqu'un. Si j'étais dans ma polygamie, j'allais profiter du fait que le monsieur soit peut-être chez la deuxième femme. Je restais tranquillement dans mon espace. Je ferme mes oreilles à tout bruit. Voilà. Donc ça, c'est aussi ce que les femmes, beaucoup arrivent dans la monogamie. Elles ont choisi la monogamie, mais à l'intérieur, elles n'arrivent pas à supporter. Et elles commencent à regretter que si j'avais su, j'allais choisir la polygamie pour ma propre tranquillité et sérénité. Super, ça c'est très impressionnant, hein, c'est très enrichissant. C'est que Madame Mbassa a dit là, parce que dans ce cas, dans ses propos, ce que je retiens, c'est que finalement, le choix du régime devrait peut-être se faire de personne à personne. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas juste choisir parce que la tendance générale pense que c'est ça qui est bon, mais de vraiment regarder le partenaire qu'on a en face. Est-ce que c'est le bon régime pour la personne? Parce que, comme on le dit, c'est un papier qui te protège en cas de problème. Mais clairement, tu as ton homme en face, tu sais que c'est quelqu'un qui va forcément aller dehors, mais qui va déjà dehors avant le mariage, tu sais déjà que forcément il aura des relations dehors. Choisir le monogamie peut-être ne te protège pas. Parce que s'il va dehors et qu'il tombe malade, tu es la seule femme appelée à s'occuper de lui. Tu es la femme légitime. C'est ça. On s'attend à ce que c'est toi qui vas se coucher, qui monte, qui descende. Peut-être si on avait permis de légaliser ces autres relations, vous serez nombreuses à partager ce pas, parce que c'est un fardeau. Vous faites des tours, carrément. Du type d'homme qu'on a en face, il vaut mieux choisir le régime. Il vaut mieux choisir le régime, voilà, qui te protège sur le long terme. Ça. Parce que je pense que c'est des décisions qu'on prend là, mais on ne se projette pas souvent beaucoup, parce que même les enfants, quand on est allé faire dehors et tout, ça dit que ça expose finalement beaucoup la femme. Donc le caractère de l'homme qu'on épouse est vraiment très très déterminant sur le type de choix des régimes. Monsieur Nguyen, dites quelque chose. vous avez tellement avalé, vous dites. Alors c'est vraiment
impressionnant de comprendre comment... Écoutez, le mariage, c'est pour un but unique. Alors, si le but du mariage est, comme j'ai écouté vraiment, Madame Bada a très bien développé, Madame Ambassa, autant pour moi, excusez, elle dit carrément que non, elle veut avoir son espace. En fait, ça veut dire que tu n'es jamais marié. Tu n'as jamais... Écoutez, le mariage, ce n'est pas l'acte d'état civil. Le mariage, c'est quitter. Ça veut dire que tu quittes chez toi tout ce que tu as confort là pour aller apporter à quelqu'un. Et d'ailleurs, pour le cas des femmes, parce que ici, le thème, c'est que les femmes aiment la monogamie. Pourquoi hein? C'est ça, c'est le sujet. Alors, il faut que les femmes sachent que ce que la femme doit être, si chez toi, tu n'es pas le bonheur, il est écrit. L'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Et lorsque l'homme cherche une femme, c'est la femme qu'il va épouser. Épouser veut dire que tu viens adhérer, c'est-à-dire que tu entres dans un projet, tu entres dans une vision et tu portes cette vision. Mais est-ce que ça veut dire qu'on renonce à sa personnalité? Parce que chaque être humain a une personnalité propre à lui. Et je pense aussi que aussi longtemps qu'on va faire semblant, on va oublier ce détail-là, on aura des gens qui vont aussi être dans des foyers qui seront étouffés à un moment donné. Chaque être humain a sa personnalité. Autant il y a des sans gens... toutefois le couper. Tout à l'heure, il a dit, je crois que c'était le débat précédent, il a dit que il y avait des personnes... Oh là, ça me fuit un peu. Ça me fuit un peu. Donc, ça va me revenir tout à l'heure. D'accord, très bien. Il n'y a pas de problème. Je voulais dire quoi? En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut recentrer le but de chaque chose. Ces conceptions, par exemple, la monogamie ou la polygamie, le bien commun, le bien... En réalité, dans l'approche de la volonté de Dieu, c'est à cause des déplacements, c'est à cause des égoïsmes. Vous comprenez? Écoutez, Madame Ambassa, si vous êtes une femme, votre mari, qui, après avoir connu peut-être 50 femmes, vous avez dit que, oui, d'accord, très bien, moi je ne suis pas le défenseur des hommes sur le plateau, mais je voudrais savoir que il a trouvé que vous êtes particulière. Vous êtes donc le bonheur de ce monsieur. Un homme qui a trouvé le bonheur, qui laisse le bonheur pour encore aller dans le malheur, c'est qu'il est gravement malade. Sans le savoir. Alors vous devez savoir que est-ce que je suis le bonheur? Mais quand vous parlez d'étouffer, c'est qu'il y a, chacun va avoir sa place. Or, tu ne peux pas avoir ta place, lui ne peut pas avoir sa place. C'est vous deux qui êtes devenus une seule personne. Donc ça veut dire que ce qui est à Madame Ambassa est à Monsieur et vice-versa. D'où sort-il que vous voyez, vous êtes en train de faire un dessin pour dire que bon, comme il y aura des problèmes, il faudrait qu'on partage les problèmes. Parce qu'en fait, quand vous commencez une marche, c'est pour aller jusqu'au but. Et si vous commencez à voir la chute avant de commencer la course, c'est que vous êtes en train de faire une chose et son contraire. Donc le mariage, c'est un engagement. Peut-être c'est à cause des événements vécus. C'est-à-dire qu'on voit les choses qui se passent autour de soi, on ne peut pas faire semblant. On se dit, mais si c'est arrivé à Paul, ça peut arriver à Jean. Si c'est arrivé à Nadine, ça peut aussi arriver à Blanc. C'est exactement ce que... Voilà. C'est pour ça que la loi aussi a prévu qu'on puisse signer des papiers. Pourquoi la loi? Dit que verbalement, allez-y, vous êtes mariés. La loi, c'est quoi? La loi, c'est un encadrement qui vient, vous avez dit, pour prévenir. Pourquoi? Parce que l'homme est changeant, l'homme change en cours de chemin. Mais je voulais vous dire que si on normalise ce qui est anormal, c'est qu'on a décidé donc de marcher hors la ligne. Et c'est pour ça que toutes ces réflexions existent. Je voudrais rappeler seulement ce que j'essaye de relever ici, c'est que pour deux personnes qui veulent se marier, qui sont effectivement conscients et qui sont encadrés pour comprendre le mariage avant de s'engager, ne vont pas voir ces détails-là. Mais dans le cas de ces encadrements, c'est parce que justement, on est dans une relation qui est supposée une relation d'amour, de confiance.
et de défense de réciproque, on entre dans une suspicion. Ceux-ci ont peur. Des influences externes ont plus d'ascendance sur le comportement. Et du coup, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que à gauche comme à droite, il y a un déficit de vision. En tout cas, pour revenir un peu à ce que Madame Abbas, moi je comprends très bien ce qu'elle a dit. Pour avoir regardé une émission dernièrement, ça c'était en Europe, on questionnait un peu des couples âgés pour comprendre comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans de mariage, comment est-ce qu'ils ont tenu jusque-là. Et ce qui m'a marqué, c'est que la plupart qui étaient sur le plateau, sur peut-être 4 couples, il y en avait 3 qui sont mariés depuis, mais qui vivaient séparément. C'était comme une tendance en fait. C'est-à-dire qu'en vieillissant, en fait, ils ont souvent vécu sur le même toit, mais à un certain âge, ils ont remarqué que chacun a besoin de son espace. C'est-à-dire, j'ai besoin de mon espace. Ils sont peut-être dans le même immeuble, mais chacun vit dans son appartement. C'est-à-dire que, et ça, ils le font peut-être depuis 10 ans. Hein. Il y a un couple qui fait ça depuis 10 ans. Les enfants ont grandi déjà, et puis chacun a besoin de son espace. Donc, ils déjeunent ensemble, on monte soit chez l'autre, on déjeune ensemble, on fait des choses ensemble, mais après, chacun a besoin de rentrer dormir dans son appartement. Il y a des jours, même l'autre peut dormir là-bas, mais tu sais que la plupart du temps, tu peux faire des choses. Et c'était assez impressionnant, c'est-à-dire tu comprends que, en fait, la réussite du mariage ne dépend pas d'un seul modèle. Non. Parce qu'en Afrique, on a un modèle qui est connu. Du moment où les gens ne sont pas sur le même toit, on commence à se dire il y a quelque chose. Non? Et en fait, le psychologue sur le plateau le jour-là a un peu expliqué ça. Parfois, c'est des hormones. Hein. Parfois, en vieillissant, on dit l'être humain devient de plus en plus lui-même en vieillissant. C'est-à-dire que vouloir avoir sa place ne veut pas dire qu'on rejette l'autre. C'est-à-dire que c'est le courage d'assumer qui on est. Et maintenant, si tu as la chance d'avoir quelqu'un dans ta vie qui t'aime suffisamment, c'est par amour qu'il accepte de te laisser cette place-là. Très bien. Parce qu'en étant toi-même, tu pourras être plus vrai dans le mariage, dans la relation. Et il n'y aura pas de moments d'explosion et tout, parce que tu as ces moments-là où tu peux t'exprimer, tu peux vivre, et le mariage vient être juste comme un bonus. Ça ne vient pas être comme ce qui est venu te soustraire de ta personne. Parce que ça, c'est peut-être le problème qu'on a en Afrique. Hein. Beaucoup renoncent à eux-mêmes pour être dans les mariages. On n'a pas le courage d'être... Déjà, beaucoup ne se connaissent pas eux-mêmes. C'est ça. Et beaucoup ne se connaissent pas, et beaucoup n'osent pas dire qu'ils sont de peur d'être jugés. Parce que ce qu'on n'a jamais entendu, ça paraît toujours bizarre jusqu'à ce qu'on tombe sur des cas. Moi, je me dis, pour ce qu'elle dit, ça ne m'étonne pas, parce que sur d'autres choses, ça se fait. Et on voit des gens qui font 50 ans de mariage comme ça, parmi lesquels 10 ans, ou bien on est dans la même maison, mais dans des chambres séparées. C'est aussi une façon d'avoir son espace. Et le psychologue, une fois le plus indiqué, c'est l'âge qui fait ça. Avec l'âge, il y a des hormones qui font ça. Avec l'âge, il y a la personnalité qui se précise. Avec l'âge, ça ne veut pas dire que ceux qui partagent le même toit et le même lit, la même chambre, ne veut pas dire qu'il y a ceux qui ne s'expriment pas, et qui ne savent même peut-être pas quel est le mal-être. Il y a des gens qui se sont séparés justement parce que c'était ça, mais eux-mêmes n'ont jamais su que c'était ça le problème. Donc voilà, le thème il est assez chargé. Je suis totalement d'accord. On va prendre la pause et on revient tout à l'heure dessus. D'accord. Sans détour et sans tabou, parlons vrai, une émission des télémarchés. Alors nous voilà revenus comme ça pour la deuxième partie de cette émission. On parle comme ça de pourquoi est-ce que les femmes aiment autant le régime monogamique bien commun. Alors tout à l'heure, avant de prendre la pause, on avait évoqué le cas, l'exemple que vous avez pris en parlant des femmes qui préfèrent avoir leur espace. Et puis, pour compléter ça, avant de tourner cette page, ça m'a fait penser à... Parce qu'en fait, on est en Afrique. En Afrique, si on entend une femme dire ça, ça paraît scandaleux. Comment une femme peut vouloir son espace dans la maison? Pourtant, c'est humain. Pourtant, les hommes même le font tous les jours. On va voir des hommes qui se sont mariés, qui ont fait 4-5 enfants, mais qui ont créé un foyer quelque part avec une autre dame où il n'y a pas d'enfants, où quand tu vas dans cette maison-là, c'est bien propre, c'est bien rangé. En fait, c'est de ça qu'ils souffrent aussi. Ils fuient sa maison. On a des gens qui fuient leur maison parce que c'est devenu trop bruyant, trop encombré, trop en désordre, trop familier. Ça, c'est quelqu'un qui s'est marié par éducation. Il est débordé de ça. Il a eu besoin de créer un espace quelque part où de temps en temps, il se retire. Mais là, la société trouve que c'est normal, mais en fait, c'est le même phénomène. Donc, il faut juste qu'on arrive à accepter que les humains ont des besoins différents et qui peuvent avoir, et il est temps que notre société pense aussi des modèles d'exécution, d'application du mariage différents, qui font en sorte que les gens qui se retrouvent dans ce qu'ils vivent et ils pourront le vivre peut-être longtemps. Parce que ça, c'est des cas courants. Des gens qui ont quitté pour aller, c'est parce qu'ils sont dans un modèle qu'ils n'ont pas rêvé.
C'est-à-dire qu'ils vivent ça. C'est l'éducation que j'ai reçue. À un certain âge, je dois me marier, je dois avoir 6 enfants comme mon père. Mais en fait, je ne supporte même pas la vie de famille. Je ne supporte même pas l'idée de me réveiller tous les matins dans une maison pleine, désordonnée, machin, crier, éduquer et tout ça, c'est beaucoup. On crée un paradis quelque part, de temps en temps, on va se réfugier là-bas. Et puis ça donne ce que ça donne. Bon, pour revenir à notre thème. Revenons à notre thème, monogamie et bien commun. Une autre question qu'on se pose aujourd'hui par rapport à ça, ce serait comment est-ce que les femmes qui ont choisi ce régime-là et qui se sentent peut-être prises au piège, pourraient sortir de ce piège-là. Comment est-ce qu'elles pourraient gérer? C'est-à-dire, on a choisi monogamie, bien commun, on se retrouve finalement avec un homme qui est très dépensier, très endetté, et qui est même peut-être encore en vie. Et on a quand même un régime qui tient. On se dit, à chaque jour, on vit dans la peur. On se dit, si l'homme s'y meurt sans rembourser ses dettes, j'aurais chaud, parce que j'ai signé un papier quelque part qui me rend aussi quelque part responsable de ces dettes-là. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'elle pourrait gérer ça? Mais moi, j'ai une amie qui s'est mariée comme ça, monogamie bien commun. C'est vrai qu'au départ, tout le monde essayait de tirer son oreille de temps en temps pour lui dire que non, le monsieur en question n'est pas comme tu crois. Ceux qui le maîtrisaient, qui le connaissaient en fait, mais elle n'écoutait pas parce qu'on dit on ne conseille pas une femme amoureuse. Donc, il a fallu qu'elle se marie des années après, je crois que c'était 2 ans après, qu'elle a découvert que le monsieur est hyper dépensier. Et mis à part ce fait, il est également le genre qui joue au jeu de hasard. Voilà, il joue au jeu de hasard, il contracte donc des dettes un peu de partout. Voilà, donc en réalité, les deux travaillaient au port. Elle a donc vu que son patrimoine était en jeu. Parce que le monsieur dépensant comme ça, prenant des dettes, contractant les dettes un peu de partout, c'est à elle de rembourser cela. Parce que quand on le suivait déjà, certains l'arrêtaient, l'amenaient au commissariat et tout, il appelle sa femme. C'est elle qui vient payer pour qu'il puisse sortir. Donc, elle remboursait des dettes un peu de partout. À un moment, elle a dit qu'elle ne pouvait plus continuer. Et puis, ils n'avaient même pas d'enfants ensemble. Puisqu'elle avait des difficultés à concevoir. Elle a dit non, c'était mieux de se séparer. Quand elle demande le divorce, il dit non, il ne peut pas. Vous voyez qu'il y en a. C'est pour vous ramener au fait qu'il y a des messieurs qui viennent dans vos vies, ayant déjà calculé à tous les niveaux. Quand il vient dans ta vie, il a calculé, il sait déjà qui il est. Il est peut-être quelqu'un de dépensé, il vise, donc il vient vers toi. La femme croit qu'elle a trouvé, son ange qui accepte le régime. Et tu es même la première à crier que monogamie est bien commun parce que moi je ne veux pas que... Il dit non, sans problème. Parce que lui sait ce qu'il fait. Il sait ce qui t'attend. Tout comme il y a des hommes comme ça, il y a également des femmes comme ça. C'est pas que des hommes qui sont comme ça. Voilà. Donc, c'est donc comme ça qu'elle a eu à solliciter l'aide d'un huissier de justice qui l'a vraiment aidé. Quitte à ce qu'on les sépare. Ils ont d'abord commencé par la séparation des corps et puis le divorce a eu lieu. Aujourd'hui, cette femme est épanouie. Elle est tranquille. Les dettes par-ci, par-là, elle n'en connaît pas. Elle a même plutôt par après acheté son terrain qu'elle est en train de construire. Donc, tout n'est pas fini lorsqu'on fait face à ce type de mariage. Tout n'est pas fini. Il faut seulement savoir... Il faut seulement savoir revenir, solliciter l'aide. Il y a des personnes qui sont vraiment assignées à ça. Vous allez vers eux et puis ils vont vous aider, simplement. Et puis il faut aussi souligner, parce qu'on parle toujours de biens communs, les gens, je pense bien dans le cas du mariage, on parlait bien des biens acquis dans le mariage. Parce qu'il y a des gens qui vont par ignorance se dire, mais si tu vas épouser quelqu'un qui a eu plein de biens avant, on compte que les biens acquis dans le mariage. Donc, il y a à partir du jour de... Mais je voulais vous dire que en fait, moi, je ne suis pas contre toutes ces façons de faire. Mais je dis que le mariage est une institution qui est sacrée. Parce que c'est la fondation de la famille, qui est aussi la fondation de la société. Alors, il n'y a pas d'aventure là-dedans. Mais vous ne pouvez pas construire une bonne maison avec une mauvaise fondation. Si c'est le cas, comme nous sommes en train de dire, nous allons constater qu'aujourd'hui, beaucoup de, entre guillemets, mariages sont des faux mariages. Et c'est pour ça qu'il y a des situations comme ça. Mais dans la pratique, dans l'origine, le mariage est sacré. Quand tu as dit mariage, c'est-à-dire que c'est mariage, il n'y a pas de divorce.
Parfois, les gens pensent que le mariage, c'est l'acte d'état civil. Je vous assure que c'est faux. L'acte d'état civil ne vous met pas à l'abri. Le mariage, c'est que tu vas dans ta maison, dans ta famille, et l'homme qui veut t'épouser vient te doter à tes parents. Quand on t'a doté, tu es marié. Dans le règne spirituel, ton mariage est déjà inscrit. Cette alliance est scellée. Et puis, quand vous avez même déjà un enfant, c'est encore grave. Ton divorce chez le juge ne sert à rien. Bon, ce qu'il faut reconnaître... Mais ce n'est que pour encadrer, parce qu'à cause de tout ça, il y a le désordre et les conflits. C'est pour ça que le droit existe. Justement. Mais il faut savoir qu'il y a un autre pire que le droit. C'est pour cette raison que les gens doivent être conseillés. Est-ce que vous savez que cet homme qui est dépensier, qui est endetté, peut aussi être dans une situation comme un malade, comme nous avons parlé dans notre thème, où les gens sont alcooliques, où les gens ont des situations spirituelles. Est-ce que vous savez que ça peut être ça? Il y a des personnes, de très bonnes personnes, des femmes très bien, mais qui n'ont pas encore, c'est un peu comme de l'or dans la poubelle. Si vous avez la patience et que vous êtes encadré, vous enlevez la poubelle là, vous allez trouver quelque chose d'extraordinaire. Mais si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi vous ne trouvez pas quelqu'un qui est comme vous voulez. C'est pour ça que quand on veut aller dans le mariage, le point le plus important est que les deux personnes se comprennent et qu'ils puissent avancer ensemble. Et ils apprennent à se connaître pour combattre leurs défauts. Là aussi, ce qu'il faut noter, c'est que dans notre société africaine, il y a les cultures qui jouent un rôle quand même fort. Parce qu'il faut reconnaître, moi je vais prendre l'exemple chez les Bamileke, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Il y a des gens qui sont des successeurs de famille, des successeurs de leurs parents qui étaient déjà eux-mêmes polygames, ou bien qui ont des titres au village, des titres honorifiques. Et quand le parent meurt, on te laisse successeur. Il y a des titres de successeur où tu ne peux pas avoir une seule femme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin de plusieurs épouses pour mener, pour bien jouer ce rôle-là, pour vraiment incarner cette mission-là comme il le faut. On a vu des gens aujourd'hui qui vivent à l'étranger, qui ont voyagé, qui sont allés à l'étranger. Entre-temps, le parent meurt. On te dit que c'est toi le successeur. Entre-temps, tu as déjà une femme là-bas avec des enfants. Et ici, qui va gérer le siège qu'on t'a laissé là? Il faut quelqu'un pour prendre soin de ça. Donc, voilà par exemple des gens qui se retrouvent embarrassés. Peut-être parfois, il n'est même pas encore marié là-bas. Mais c'est quelqu'un au moment de son mariage doit vraiment bien réfléchir sur le régime. C'est-à-dire que même sa future femme doit très tôt prendre conscience du fait de la responsabilité que son mari a et ce que ça incarne dans son exécution. Parce que parfois, on va vous dire, ah oui, non, ce n'est qu'un papier et tout, mais dans l'exécution des faits, on va vous dire qu'il faut quelqu'un. Il faut, par exemple, lui-même là, étant déjà successeur, ça veut dire qu'un de ses enfants va devoir le remplacer. Et les enfants qu'il va faire en Europe ne pourront jamais le remplacer parce qu'ils ne comprendront pas la culture. Ils ne comprendront pas ces cultures. En attendant, on a quelqu'un qui a le souci de faire plaisir à la mémoire du père, de rester dans sa culture. Ça veut dire que quelque part, là, on a quelqu'un qui va de toutes les façons se créer une famille quelque part, qui va faire naître cet héritier-là. Bon, maintenant aussi sur le plan juridique, sa femme n'a pas accepté, compris cette mission-là. Elle a peut-être imposé ce régime monogamique bien séparé. À la fin, à son décès, ce sera un scandale parce qu'il aura des enfants qu'il aura créés, il aura des biens qu'il aura fait et ce sera des tiraillements. C'est-à-dire les enfants nés en Europe contre les enfants nés en Afrique en train de discuter de deux réalités différentes. Ça crée des conflits, ça crée vraiment beaucoup de choses. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, dans notre société africaine, il faut qu'on tienne compte de, comme elle a dit, la nature de la personne. C'est-à-dire que le régime doit vraiment beaucoup dépendre de faire une vraie lecture, parce que ça fait partie aussi de la préparation. La personne que tu veux épouser en face, ce n'est pas que son nom, c'est celui que tu vois. Il a une histoire, en fait. Oui, on connaît déjà sa position dans la famille, là. Ça tend à quoi? Si ses parents ne sont plus là, il devient quoi? Quelles sont les responsabilités qui vont aller avec? Est-ce que le régime sera compatible? Parce qu'il y a des régimes monogamiques ou bien communs qui ne sont pas du tout favorables, ni pour l'homme ou la femme. Ça dit ça crée plus de problèmes. D'autant plus même que c'est des papiers, comme on disait, pour se protéger, mais que dans la réalité, ce seront des choses qui vont se faire. Et puis elle a parlé du cas de l'endettement. Hériter des dettes de quelqu'un, ça ne fait pas forcément du bien. Et on va aborder le dernier cas des femmes. Maintenant, si c'est la femme qui a les moyens, parce que je crois qu'en général, qu'on parle plus de
monogamie, bien commun, c'est parce qu'on a un homme qui est déjà établi quelque part. Et on se dit, il faut sécuriser. Parce que la femme, certes, elle vient les mains vides, mais elle vient pour fonder la famille. Et les enfants qu'elle va faire là, c'est une charge qu'on ne peut pas, on ne peut pas mettre un chiffre dessus. Donc en réalité, c'est elle qui vient avec ce qui a le plus de valeur, ce qui va même le plus rester. Parce que l'homme qui a construit la maison et tout ça, après c'est volatile. Hein. Ce qui reste à la fin d'un mariage, c'est les enfants. C'est ce qu'on a construit. C'est le vrai héritage. Et l'éducation qu'on a donnée, en général, c'est ce que les femmes apportent. Et c'est pour ça qu'on trouve qu'elles sont mal jugées quand elles exigent ça. Parce que quand elles exigent ça, ce n'est pas seulement le matériel qu'elles protègent, mais en réalité, c'est la future progéniture. Là. Il faut leur protéger de toute attaque qui pourra avoir. Mais maintenant, les femmes qui sont déjà établies et qui veulent se marier aujourd'hui, est-ce qu'on comprend donc facilement qu'un homme peut vouloir bien commun? C'est de la même manière que femme qui vient dans le mariage et trouve un homme établi et exige bien commun, l'homme peut également le faire. Pourquoi ça devrait être un problème? Parce qu'en général, quand c'est l'homme, oui, parce que c'est pour l'homme qui est bien. Voilà. Il est venu profiter des biens de la fille. On croit difficilement à ce type d'amour. En fait. Sauf que moi je dis pour un homme d'exiger quand même monogamie bien commun parce qu'il a vu une femme qui a les moyens. Il faut aussi protéger. Non, moi je dirais que c'est pas bien. Qu'il laisse le soin à la femme de faire le choix, simplement. Mais que les femmes ne prennent pas ça comme si c'est seulement pour l'homme qui est bien, a dit bien commun. Pour elle, on ne doit pas dire bien commun. Parce qu'en réalité, une femme qui va dans un foyer et qui a les enfants, vous pensez que tout ce que vous avez, tous vos avoirs, là, même si vous avez des maisons, vous avez des entreprises qui bénéficient de ça, et étant donné que vous avez peut-être monogamie bien commun avec les enfants, les qui vont en bénéficier? En général, c'est les enfants. C'est vos enfants. Donc, de dire que... On devrait avoir plus de facilité. Voilà. C'est plus que ces enfants qu'elle a. Et auront dans l'avenir sécurisé. Donc, par contre, chez l'homme, le risque est plus poussé. Parce qu'il peut avoir d'autres enfants. Oui. Qui doivent hériter de lui. C'est justement dans le combat de la femme. Ouais. Lorsque la femme dit monogamie bien commun sur les biens de son futur époux, c'est justement parce qu'elle veut sécuriser leur descendance. Elle se dit non, si je ne suis plus là, s'il n'est plus là demain, il faudrait que tout ce que nous deux, nous avons établi ensemble revienne à nos enfants. Par contre, si ce n'est pas ça, les autres vont profiter. Peut-être sa part même ne profitera pas. S'il a peut-être d'autres enfants comme ça, vous pouvez arriver dans le mariage sans déterminer. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir les enfants grands par rapport aux enfants qu'il pourra faire dehors. Hein. Parce que vous pouvez arriver, vous avez les difficultés. Vous passez peut-être 15 ans, 10 ans à chercher l'enfant. Entre-temps, il fait un enfant, 2 enfants dehors. Si ce n'est pas monogamie bien commun, les qui vont en profiter, c'est les enfants qu'il a fait dehors. Maintenant, si c'est monogamie bien commun, quel qu'en soit le nombre d'années que ça va vous prendre, quand vous allez concevoir dans votre foyer, c'est ces enfants d'abord. Et maintenant, au monsieur d'être un bon papa et de donner quelque chose à ces enfants-là. Mais les enfants de la maison sont déjà en sécurité. Alors, je n'aime pas le langage que certaines femmes tiennent que comme il a vu mes biens, il exige de la monogamie bien commun parce qu'il a vu mes biens. Non. Parce que c'est pas, en réalité, ce n'est pas le monsieur qui va en profiter. Même si vous avez tout l'or du monde. Si vous avez les enfants, j'insiste bien s'il y a les enfants, si vous avez les enfants dans ce mariage-là, c'est ces enfants qui vont en profiter. Ce n'est pas le monsieur. Voilà, le monsieur peut-être, il profite du côté où il n'a pas assez, mais ses enfants ont une sécurité terrible. Ils sont peut-être capables de sortir, d'aller faire les universités ailleurs. Il dit, tiens, si ça n'était que moi, est-ce que les enfants là pouvaient faire ça? Donc vraiment, de ce côté-là, je suis soulagée. Oui, là, on peut dire qu'il a profité d'un truc. Voilà, donc, c'est des trucs à enlever. Quand on va se marier, il faut enlever dans la tête que mais bien. Une préparation, mais vraiment intense et vraiment dans tous les sens. D'accepter les réalités et de prendre les décisions qui vont avec. Alors avant de finir ce débat, j'aimerais partager avec vous. Dernièrement, je suivais un documentaire également. J'ai suivi. Quelqu'un a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Je pense que ça cadre bien avec ce thème. Il disait, si on donne beaucoup d'argent à un homme, il va créer une famille, il va se multiplier, si on peut dire comme ça. Mais si on donne la même somme d'argent à une femme, on donne beaucoup d'argent à une femme, elle ne se marie plus jamais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Présentement, l'expérience a prouvé que toutes les femmes sont conscientes que si elles n'ont pas d'homme auprès d'elles, elles ne sont pas valorisées à leur juste valeur. Ouais. Oui, parce que c'est ce qu'elles montrent en fait. On peut le voir avec toutes ces influenceuses. Je ne veux pas citer. Il y en a une qui disait, il y a de cela quelques mois ou quelques années, que le mariage n'est pas une fin en soi. J'ai mon argent.
Je prends soin de mes enfants, je prends soin de moi. Qu'est-ce que l'homme va venir apporter dans ma vie si ce n'est les dents? Donc, je n'ai pas besoin de ça. Et après, on s'est mariés. Après avoir crié comme ça aux jeunes filles, en sous-soilingue, comme on dit au quartier, on pleurait dans la nuit que, hey, Seigneur, donne-moi ma part de mari. Aussitôt qu'il s'est présenté, on a jubilé aux yeux du monde et montré que non, je me suis mariée. Vous comprenez donc que quels qu'en soient les millions qu'on peut avoir pour une femme, quand vous n'avez pas le mari, vous allez toujours être dérangé quelque part. Il faut se dire la vérité. Parce que là où certaines femmes mariées entreront, avec les épaules bien debout, vous n'allez pas faire autant. Vous allez entrer parce que vos moyens vous permettent d'entrer. Mais vous n'allez pas avoir cette confiance en vous là, parce qu'il n'y a pas monsieur qui est peut-être proche de vous. Et c'est aussi facile qu'on vous attaque n'importe comment, parce que vous n'êtes madame personne. Maintenant, un pousseur, je dis n'importe quoi, avec sa femme, vous pensez que c'est facile pour quelqu'un de dehors de venir provoquer la femme de ce pousseur-là ou d'injurer n'importe comment? Non. Parce qu'on sait que derrière elle, il y a un pousseur. Même si c'est un pousseur, il y a quand même un monsieur. Voilà, on n'arrive pas à venir facilement l'attaquer. Mais vous qui êtes madame, j'ai les millions, vous n'avez personne à côté de vous. C'est très facile qu'on vous lance n'importe quel mot. Qui va venir vous défendre? Donc, quand on dit que si une dame, on donne l'argent du monde, beaucoup d'argent, une femme, elle ne se mariera pas. En fait, c'était avant, c'était la conception d'avant, que certaines femmes ont laissé croire, parce que jusqu'ici, ce n'est même pas vérifié. Certaines ont laissé croire qu'avec l'argent, elles n'avaient pas besoin d'hommes. Mais maintenant, c'est le contraire qu'on voit. Parce que c'est le récit qu'elles nous tenaient avant, par après, on les a vus nous brandir des maris étant fiers. Des maris même que certaines ont utilisé leurs moyens pour en avoir, mais elles ont brandi. Vous comprenez donc que ce n'était que le parler, mais sur le terrain, tout le monde veut le mari. Même si c'est un petit enfant, on veut quand même avoir le petit enfant là à la maison que c'est mon mari. C'est mon mari. Qu'est-ce que vous pensez de ça, M. Nguemen? Un homme à qui on donne beaucoup d'argent et qui crée une famille, mais une femme à qui on donne l'argent et qui décide que je n'ai plus besoin de mari. C'est quand même fort. Hein. Moi, quand j'ai suivi ça, ça m'a quand même interpellé. Je me suis dit, waouh, c'est quand même fort. C'est rempli de vérité et ça pousse à se questionner sur l'impact qu'a l'argent dans la vie des femmes. Jusqu'où est-ce que ça peut... Oui, ce n'est pas... C'est une réalité. C'est une réalité qui trahit le sens des valeurs. Et cela montre à suffisance combien de fois les gens sont dans les déviances. Madame vient de développer quelques expressions là pour montrer que au-delà de cet argent, on n'est pas satisfait. Mais vous savez, ce qui vous domine va toujours vous tirer, vous serez esclave de ça. Alors, une femme qui préfère l'argent, qui estime que comme elle a l'argent, elle n'a plus besoin de se marier. Et il y en a qui disent ça, elles sont nombreuses, qui travaillent, qui ont de grandes tendances. Hein. Moi, je vais vous dire, hein, femme indépendante. À l'époque, j'étais à Douala, et à l'époque, j'avais ma moto, et je sortais de Bonabéry pour traverser le pont du Vaury tout le temps. Et vous savez, à un moment donné, il y avait trop d'embouteillages. C'était pratiquement chaque matin. Et j'ai eu l'occasion de porter une dame qui avait son véhicule, et voyant qu'elle était très occupée et très en retard, elle a garé sa voiture au niveau de... On appelle 4 étages. Et justement, elle m'a stoppé. Moi, je traverse pour aller aussi en ville. Elle me dit qu'elle veut aller à quoi? Je dis, ok, monte. Et pendant qu'on avance, comme je suis aussi souvent, je bavarde, elle n'était pas une personne qui se tait aussi. On a échangé et puis parlé. Et on a abordé cette question, et cette dame m'a fait son témoignage. Elle est une femme. Elle avait moins de 40 ans, elle avait dans les 35 ans. Elle était dans une entreprise de la place, et elle qui était la patronne, donc elle était cadre supérieur, et il y avait beaucoup d'autres cadres, des hommes qui sont même de mariés autour d'elle. Et justement, elle a abordé cette question, pourquoi les hommes comme si... Et je lui ai dit, madame, mais vous n'êtes pas mariée? Elle dit que non. Elle dit, mais vous êtes pourtant une belle femme et jeune. Elle me dit vraiment... Alors, on a ouvert comme ça cet échange pendant qu'on était en train d'avancer. Et elle me fait comprendre que tous les hommes qui viennent là, ils commencent, après ils fuient. Je dis que, mais si vous avez déjà vu une fois, 2 fois, 3 fois, c'est vous le problème. Bon, peut-être que vous êtes trop autoritaire, peut-être que vous ne savez pas donner la valeur. Position. Et justement, elle a dit que, bon, en fait, c'est parce que elle travaille dans telle entreprise, elle est cadre, elle travaille avec beaucoup d'hommes, du coup,
Et je dis, ben, c'est que vous n'avez pas su faire la part des choses entre le chef d'entreprise et la femme. La femme en dehors de Et du coup, quand vous jouez le rôle du chef d'entreprise à la place de la femme, bon, dès qu'on arrive là, on se rend compte et on fuit. On a parlé, elle m'a même donné sa carte, on a même échangé, elle m'a appelé, on est allé manger même à un resto parce qu'elle voulait à tout prix qu'on continue à échanger. Vous voyez, ça rejoint ce que madame, moi ça le disait dans le sens que l'argent ne peut pas apporter la satisfaction. Donc les femmes confondent beaucoup. Dès qu'elles ont l'argent, elles mélangent tous les rôles. Elles oublient qu'on peut être très nanti, très riche chef. Regardez. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit depuis le départ que la question d'argent ou de matériel ne doit pas être en avant. Mais c'est l'amour, la famille, le rôle que chacun intègre qui permet que la société soit équilibrée. Parce que vous aurez une famille équilibrée. Lorsque ces valeurs sont vraiment là, même l'argent vient. Je connais des gens qui ont commencé, ils étaient bien nantis, l'argent a disparu pour un X, pour un Y. Ils sont repartis, c'est là où ils ont même encore multiplié. Donc, quand on se marie pour la vie, pour une destination long courrier. Mais si on se marie avant d'être en train d'entrer le mariage, on a déjà fait des calculs. Ça veut dire qu'on a dessiné la fin d'une chose avant son commencement. Voilà pourquoi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut mettre les polygamies. Le mariage doit être une femme avec son mari dans le cadre d'un bien commun. Et si ce couple-là est bien dans cette posture, en regardant à la vie et à bâtir une famille équilibrée, alors on n'aura pas de problème d'argent de qui est riche et qui n'est pas riche. Dieu va bénir ce couple-là. Mais une fois que c'est le matériel qui a pris le dessus, c'est sûr que tu n'es pas confiant. Tu n'es même pas dans l'amour. Tu es dans le sentiment. Au contrôle. Tu es dans le sentiment parce que l'argent, en fait, ce qui est le but de ta motivation est en train de te tenir. Tu ne pourras jamais jouer ton rôle véritable. Et donc, du coup, tu ne sentiras même pas quand tu fais le mal à ton partenaire. Et ça va faire tout ce que vous pouvez voir là. Mais laissez-moi vous dire que même si c'est dans une chambre que ces gens vivent et qu'ils sont harmonieux et qu'ils savent communiquer, il n'y aura pas de problème. Mais c'est quand il y a autre valeur, d'autres influences, vous avez cité les influences culturelles, mais tout cela ne participe en rien au plan fondamental du foyer, du mariage. Ce sont des déviations qui sont complètement humaines et qui influencent, et c'est désormais ce qui est en train de passer pour être des normes. Mais malheureusement, ça ne va bâtir que des frustrations, des guerres, des violences que nous constatons dans la société. On voit tous les jours. Alors voilà, nous sommes parvenus au thème de cette émission. Merci d'avoir suivi. Partagez ce débat avec les gens autour de vous, ça peut aider, c'est très enrichissant. C'est plein de conseils. Merci de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt pour le prochain débat. Au revoir. Sans détour et sans tabou, parlons peu, parlons vrai, une émission des télémarchés.